Ensuite, on propose de dérouler intégralement du sujet et de vous permettre, au fur et à mesure de la présentation, de poser toutes vos questions dans le chat. Questions auxquelles on répondra plutôt dans un second temps, en deuxième partie de réunion, au fur et à mesure voilà, de la remontée de vos questions, et les référents thématiques tenteront d'y répondre, soit évidemment dans la foulée, soit dans un second temps, si ça mérite quelques approfondissements techniques. Voilà, n'oubliez pas, bien sûr, de bien vouloir couper vos micros pendant la présentation. Et pendant toute la présentation, on passera ensuite à la séquence de questions-réponses, donc en fin de présentation, et éventuellement, on vous donnera la parole si nécessaire d'expliciter un certain nombre de vos questions. Merci beaucoup. Je passe la parole du coup aux référents thématiques, Sandrine Cotte et Jean-Pascal, pour vous présenter le sommaire et ensuite le contenu de la présentation. Donc, pour le déroulé de cette séance, vous aurez tout d'abord un bref rappel visuel des 3 situations possibles dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Donc, toute situation entre un établissement et un autre n'est pas du tout comparable. Donc, on vous invite à être attentif à cette première diapo. Ensuite, vous aurez les attendus par rapport au dossier de demande d'autorisation qui sont propres à la réforme du SMR. Puis le calendrier qui sera donc la procédure d'autorisation avec les explications pour la fenêtre et les différentes étapes de la procédure d'autorisation. Et en quatrièmement, vous aurez le remplissage du dossier d'autorisation avec des points de vigilance, des copies d'écran qui vous expliqueront pas à pas le SI autorisation et une petite foire aux questions ensuite sur les questions déjà que les établissements vont remonter en amont, que je remercie par ailleurs. Donc, pour commencer cette séance, on a jugé utile de vous resituer de manière globale chacun d'entre vous par rapport à la réforme dans sa globalité et puis plus précisément les SMR selon leurs modalités et mentions. Donc, vous voyez que la réforme, elle a finalement engendré 3 groupes. Il y a les activités réformées non simplifiées, on appelle ça le groupe 1. Les activités réformées simplifiées par la loi Valtou, groupe 2. Et la spécificité de SMR, c'est qu'il se trouve à cheval sur les deux selon les modalités et les mentions. Et ensuite, il y a les activités non réformées qui sont dans le groupe 3. Donc, en fait, pour les activités qui sont réformées et pas simplifiées, il s'agit notamment des SMR polyvalents spécialisés en gériatrie, pédiatrie, cancer et système digestif. Pour ces activités réformées et non simplifiées, il faut déposer un dossier complet dans la fenêtre dédiée à l'activité et donc la fenêtre qui va ouvrir du 1er juillet au 31 août 2024. Donc, pour cela, à la limite, c'est simple, c'est comme ça pour tous. Ensuite, pour les activités réformées et simplifiées par la loi Valtou, notamment les SMR, mention locomoteur, nerveux, cardio, respiratoire, brûlé et conduite addictive, vous avez plusieurs situations possibles. Normalement, vous ne devez rien déposer pour l'instant. Votre autorisation reprend le cours de sa vie. Il y a quelques petites exceptions à la règle. Déjà, si vous n'aviez pas l'activité précédemment, vous êtes dans le cas de figure d'une nouvelle demande. Donc là, de toute façon, c'est dossier complet à téléverser dans le SI, toujours en fenêtre dédiée. Ensuite, si votre activité est déjà autorisée, mais qu'il y a une modification substantielle, vous devez également déposer un dossier complet. Enfin, pour ceux qui, normalement, reprennent le cours de leur vie, eh bien, justement, les autorisations qui, pendant la période de prorogation, sont arrivées à la fin de leurs 7 ans de vie, d'autorisation, ils doivent également déposer, mais en dossier simplifié, simplement pour renouveler leur autorisation. Voilà, donc ce sont les différentes situations. Et donc, maintenant, nous pouvons passer aux attendus par rapport au dossier de demande d'autorisation en SMR. C'est bon, je te remercie.
Donc, on vous a mis quelques principes des rappels généraux sur cette première slide. Donc, qui peut demander tout d'abord une autorisation d'activité de soins? Donc, un établissement de santé, une personne morale type groupement de coopération sanitaire, ou un ou plusieurs médecins. La durée de vie d'une autorisation, c'est 7 ans. Donc, à partir de la notification de la décision du directeur général de l'ARS. Pour avoir une autorisation, il y a des conditions qui sont inscrites dans le Code de la santé publique. Il faut répondre aux besoins de santé de la population, qui auraient été identifiés dans le schéma régional de santé ou le plan régional de santé que nous avons publié récemment. Il faut être compatible avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs du SRS et du PRS 3. Donc là, on parle des OCOS souvent. Il faut satisfaire aux conditions d'implantation, conditions techniques de fonctionnement. Donc ici, pour le SMR, la particularité, c'est que vous avez des conditions générales auxquelles vous devez tous répondre, on va dire, et après des conditions plus spécifiques, mention par mention. On rappelle aussi qu'une autorisation est égale à une implantation, est égale à un site géographique avec un finage géographique qui lui est attaché. Enfin, pour la visite de conformité, c'est sur décision donc, de l'ARS. Dans les 6 mois, il peut y avoir une visite de conformité qui est demandée par le directeur général de l'ARS. Et le délai des 6 mois court suivant la déclaration de mise en œuvre de votre activité. Donc, à chaque déclaration de mise en œuvre, il faudra bien écrire que vous ouvrez votre activité et adresser ce courrier au service autorisation. Alors, ce qui change, vous le savez tous, depuis le 1er juin 2023, donc on est rentré dans la réforme des SMR. On a pour base réglementaire, donc là, c'est les textes sur lesquels vous devez vous appuyer pour déposer vos dossiers. Les 2 décrets, un qui est relatif aux conditions d'implantation de janvier 2022, un second qui est relatif aux conditions techniques de fonctionnement. Et pour vous aider, vous avez aussi une instruction. Là, c'est complémentaire, c'est plus pour vous aider un petit peu à détailler ce qui est attendu par rapport à vos mentions respectives, pour mettre en œuvre vos activités. Donc, pour les objectifs généraux, pour l'activité de SMR, on est sur renforcer l'offre, donc ou en complémentarité de ce qui n'existe pas encore, et mieux organiser la répartition sur le territoire. On est sur le faire ensemble. On est sur l'amélioration de la qualité des prises en charge, c'est-à-dire qu'on upgrade le SMR avec une équipe pluridisciplinaire, un peu plus que sur les décrets de 2008. Vous avez des médecins qualifiés qui sont mentionnés mention par mention, on le verra un petit peu plus loin. On a des profils de paramédicaux qui sont plus ciblés, des prises en charge par mention spécialisée qui sont explicités avec des fréquences de prise en charge et des séquences bien spécifiques. On souhaite développer l'innovation, c'est ce qu'on avait développé dans le PRS 3, donc c'est-à-dire déployer de nouvelles mentions spécialisées et toujours favoriser la graduation des soins. Ensuite, vous le savez, vous avez un virage ambulatoire qu'on attend sur le SMR, c'est-à-dire que désormais, il faudra organiser les modes de prise en charge en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour. Une autorisation vaudra hospitalisation complète et hospitalisation de jour par site et par convention. De même, là, on ne l'a pas écrit, mais on n'autorisera plus par adulte, puisqu'il y a désormais une mention SMR pédiatrique qui vaudra pour les enfants et jeunes et adolescents. Les principales conséquences de cette réforme, c'est que le polyvalent devient une mention à part entière. Donc, ce n'est plus un socle comme précédemment, c'est-à-dire que si votre établissement ne souhaite pas mettre en œuvre des lits et des places de polyvalent, vous ne demandez pas le renouvellement du polyvalent dans la fenêtre de juillet-août. Enfin, cette réforme crée la mention oncologie. Donc là, on est sur le développement de l'onco-réadaptation. Et pour la nouvelle mention pédiatrie, vous avez les tranches d'âge qui changent. Donc, vous avez jeunes enfants et adolescents, c'est les 0-4 ans. Et après, vous avez jeunes enfants et adolescents, les 4-18 ans. Donc, vous le savez, depuis le 27 décembre 2023, la loi Valtou est venue simplifier normalement la réforme des autorisations, puisqu'au lieu que tous vous ayez à déposer un dossier de demande de renouvellement, certains ont une procédure allégée. Donc là, c'est une slide qui reprend un petit peu ce que Caroline Ginard vient de vous expliquer du service autorisation. Donc, un courrier a été envoyé à l'entité juridique qui représente votre établissement. Ce courrier a été adressé par l'ARS entre le 22 et le 26 avril. Et la procédure de renouvellement activité par activité a été explicitée avec les états.
Donc, dans ce courrier, vous avez aussi bien la médecine, la chirurgie que le SMR, pour certains qui n'auraient pas une activité monoactivité SMR. Donc, on l'a vu, là, on le répète juste pour que vous soyez bien informés que tout dossier doit être déposé sur la plateforme SI Autorisation. On dépose un dossier complet pour les nouvelles demandes et pour les 5 mentions, polyvalent, gériatrie, pédiatrie, cancer, système digestif, endocrinologie, diabétologie et nutrition. Donc, si vous ne déposez pas ce dossier, par exemple, comme je le disais, si vous ne souhaitez pas continuer sur votre polyvalent ou sur toute autre mention qui est énoncée ici, alors vous ne déposez pas de dossier dans la fenêtre de juillet-août. Ensuite, vous avez une procédure simplifiée pour les 6 autres mentions. Bon, je ne reviens pas sur les mentions qui sont inscrites. Soit il y a une reprise de la durée de vie de votre autorisation. Donc, on vous a mis un exemple sur une autorisation qui aurait été donnée le 23 janvier 2021. Celle-ci, elle court pendant 7 ans. Donc, elle court jusqu'au 22 janvier 2028. Pour la mise en conformité, peut-être qu'on a un point d'attention à avoir ici, c'est-à-dire que le courrier qui vous a été notifié fait partir un délai de 1 an à compter donc jusqu'à avril 2025. Vous devez vous mettre en conformité avec les réglementations des décrets de 2022, aussi bien les conditions d'implantation que les conditions techniques de fonctionnement. Et lorsque vous vous sentez prêt, ça peut être dans 5 mois, ça peut être dans 8 mois, mais en tout cas dans ce délai d'1 an, vous devez en informer l'ARS par un courrier, comme quoi vous êtes désormais en conformité avec ces nouvelles conditions. Enfin, si vous êtes dans une procédure simplifiée et que votre décision court jusqu'à la décision du DG-ARS qui vous a autorisé votre activité, elle court par exemple jusqu'en 2027 ou 2028, 14 mois avant la date d'échéance, ça c'est pareil, ça apparaît sur le courrier qui vous a été adressé par le service autorisation. Vous avez une date d'échéance à prendre en compte et 14 mois avant cette date, vous devez faire une demande de dossier simplifié. Donc vous êtes sur ces mentions, les 6 mentions au-dessus qui ont été inscrites. Pour que la déchéance serait dépassée, à ce moment-là, il faut refaire un dossier effectivement dans une fenêtre satellite. Sur cette base, il y a des points d'attention particuliers que vous devez porter dans vos dossiers, les dossiers complets ou les dossiers simplifiés, mais plus particulièrement les dossiers complets. Vous devez donc, et c'est l'attention que portera l'agence sur le sujet, répondre aux conditions techniques de fonctionnement qui sont définies dans les décrets SMR de 2022. Si, et c'est tout à fait possible, au moment du dépôt de dossier, vous n'avez pas pu vérifier à date l'ensemble des conditions techniques de fonctionnement, nous vous demandons de bien vouloir nous le préciser dans le dossier de dépôt de demande, ce qui permettra de savoir ceux qui sont à date arrivés à ces conditions techniques de fonctionnement et ceux qui devront développer dans les délais impartis ces conditions techniques de fonctionnement. Dans tous les cas, vous devrez informer l'agence par courriel auprès du service autorisation de l'effectivité dans les délais de la mise en place des conditions techniques de fonctionnement, c'est-à-dire que vous vérifiez la totalité des points qui sont définis dans les décrets, des conditions d'implantation et surtout des conditions techniques de fonctionnement. Ce point est un élément très important parce qu'il est un élément qui pourra structurer la phase visite de contrôle et visite de conformité des établissements. Vous avez une activité qui est structurée sur votre établissement à travers des lits pour ce qui concerne l'hospitalisation complète et à travers des places pour ce qui concerne l'hospitalisation de jour. Nous vous recommandons et nous souhaitons que vous puissiez porter cette information de façon très précise dans un tableau sur le volet dossier financier du dépôt de dossier de demande de SI autorisation. C'est dans cette partie-là que vous devrez porter cette information sous la forme d'un tableau. Vous devrez préciser, et nous souhaitons que vous précisiez à date, le capacitaire qui est installé en lit, que vous dissociez des places. Et si vous souhaitez, dans les 7 ans à venir, modifier ce capacitaire, soit le diminuer, soit l'augmenter en lit ou en place, et ne pas mélanger les deux, en lit ou en place, vous devrez le spécifier dans cette partie du dossier financier.
Je vous rappelle et nous vous rappelons que chaque fois que vous envisagez de modifier en cours de vie de votre autorisation le capacitaire, que ce soit en réduction ou en augmentation, en lit ou en place, vous devez au préalable systématiquement en informer l'agence et le service autorisation. Vous savez qu'en fonction de ces modifications de capacitaire en lit et en place, cela engage des procédures ou non vis-à-vis de la COSOS et la décision du DG par rapport à cette dimension. Vous savez par ailleurs que cette dimension a une place très importante dans la dimension financière de vos établissements. Et nous avons besoin de connaître à travers le dépôt de dossier ce qu'il en est à date et vers où vous allez. C'est un élément fondamental dans les années à venir et c'est pour ça que nous souhaitons que vous portiez cette information qui vaudra traçabilité de l'effectivité. C'est comme finalement si nous repartions à zéro dans le processus. Pour toute nouvelle autorisation, une montée en charge progressive est recommandée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pour une nouvelle autorisation que vous souhaitez déposer, si celle-ci devait être validée, nous vous recommandons d'avoir une approche prudente et une gradation de leur déploiement dans les années à venir, notamment à cause du volet financier d'accompagnement qui existera, mais qui peut-être sera modulé pour notre région. Donc, il y a un objectif final. Vous devez modérer cet objectif, si vous le pouvez, avec une présentation d'une évolution graduelle, progressive dans le temps. Pour toute autorisation qui sera allouée par décision du DG ARS, vous devez systématiquement, et je le rappelle, nous adresser un courrier de mise en œuvre. Ce n'est pas la même chose que la mise en conformité. Cette notion de mise en œuvre, vous préciserez à ce moment-là le capacitaire par rapport à la date de mise en œuvre définitif que vous allez ouvrir, que ce soit en lit ou que ce soit en place. Ce courrier est indispensable, mais ça c'est un rappel, parce qu'il conditionne toute la mécanique financière derrière, d'ouverture des droits et de l'interaction avec l'assurance maladie, et qu'il va enclencher le processus possible de visite, de contrôle et de conformité. Si des professionnels, et c'est le cas, peuvent avoir des activités qui couvrent plusieurs autorisations, vous devez chercher à attribuer vos effectifs et vos ETP à l'autorisation. C'est très important. Chaque autorisation est pleine et entière et dissociée de l'autre autorisation. Vous devez donc faire dans le renseignement du dossier ce travail d'identification uniquement pour cette autorisation du type de professionnel parce que vous savez que ça conditionne les conditions techniques de fonctionnement et vous préciserez les ETP dédiés. Le dossier est suffisamment bien fait parce qu'on peut se retrouver dans deux situations. Une où c'est déjà effectif au regard des conditions techniques de fonctionnement. D'autres, comme vous êtes dans un processus de construction de nouvelles demandes ou d'extension, dans le cadre de votre demande, vous préciserez que ce n'est pas le cas à date, mais c'est formulé dans le dossier et que vous engagerez à travers les conditions techniques de fonctionnement de le réaliser. Dans tous les cas, vous produirez un document des conditions techniques de fonctionnement qui objectiveront que vous êtes arrivé à l'objectif à atteindre pour les respecter. Une problématique particulière est celle de la nécessité de mettre en place pour une autorisation une activité d'hospitalisation complète, c'est-à-dire des lits, et une activité d'HTP, c'est-à-dire des places. C'est l'objectif principal que toute autorisation accordée devra poursuivre. Il est possible que vous ne puissiez pas réaliser cette mise en œuvre. Si vous pouvez la réaliser, si vous ne pouvez pas la réaliser, vous devez chercher pour l'activité que vous n'avez pas à conventionner dans le même champ disciplinaire. Si vous ne pouvez pas conventionner du fait peut-être de votre localisation géographique ou autre facteur, vous devrez précisément le mentionner dans le dossier de demande. C'est très important parce que c'est un élément structurant du nouveau dispositif des SMR et c'est une condition bien affichée dans les conditions techniques de fonctionnement.
il est possible que vous n'ayez pas, à date, au moment du dépôt, une convention établie. C'est tout à fait compréhensible. Vous devrez nous préciser dans ce cas-là que vous vous engagez à établir une convention avec le champ disciplinaire d'activité que vous n'avez pas. Et bien sûr, lorsque vous nous enverrez le courrier de mise en conformité dans l'année qui suit, au cours de l'année qui suit la mise en œuvre, cela voudra dire que vous aurez établi cette convention, puisque si vous ne pouvez pas mettre en place cette convention, vous l'aurez notifié dans le dossier de dépôt. Je vous rappelle que vous devez, à date, chaque année, porter une attention très particulière aux données SAE. C'est un élément fondamental de suivi, c'est un élément fondamental de vos financements pour demain. Ça veut dire qu'au 31/12, vous devez vous pencher sérieusement avec rigueur et dans les délais dans le renseignement des données SAE, dans lequel vous devez préciser pour l'autorisation que vous avez, les ETP qui sont dédiés, les types de professionnels et sur le site géographique, pardon, excusez-moi, vous devez préciser pour l'autorisation, les lits et les places qui sont installés et pour le site géographique qui peut avoir plusieurs autorisations, les professionnels qui sont dédiés. J'attire votre attention sur ce point, il est complémentaire à l'objet de cette réunion. C'est une dimension qui est particulièrement suivie par la DGOS et qui impacte les financements de notre région et de vos établissements. Donc, si on reprend et qu'on fait un petit zoom sur la réforme par rapport au personnel, donc on peut voir que on a sur la composition, la coordination, les missions et la formation des éléments un peu plus précis qui nous sont indiqués dans les décrets. Donc, sur la composition, donc on a tout site autorisé qui comprend une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires, conformément à chaque mention. Et on voit bien que par mention, vous avez un type et un nombre minimal obligatoire de professionnels par mention. Donc, notamment, on retrouve par exemple sur certaines mentions un médecin coordinateur et un médecin MPA. Et de même, vous avez aussi des compétences obligatoires sur les paramédicaux qui n'existaient pas forcément avant, notamment la compétence de psychologue. Pour la coordination, vous avez donc une désignation de un ou plusieurs médecins selon votre mention, qui doit justifier soit d'une spécialisation, soit d'une formation, soit d'une expérience attestée conformément aux dispositions particulières de chaque mention. Et les éléments de preuve qu'on devra retrouver dans le dossier sont le diplôme, notamment. Pour les missions, on devra bien voir le parcours du patient, c'est-à-dire le bilan qui est réalisé à son entrée dans l'établissement, à son admission, son projet thérapeutique en lien avec le médecin prescripteur, les objectifs et la durée prévisionnelle du projet thérapeutique, ainsi que sa réévaluation. Petit focus sur la mention gériatrie, il y a une évaluation gérontologique qui est attendue si elle n'a pas été réalisée en amont, dont les troubles cognitifs. Pour la formation, vous avez la formation initiale, la formation continue et aussi l'expérience des équipes. Donc, il y a un plan de formation qui est attendu pluriannuel pour les équipes avec les programmes d'éducation thérapeutique, notamment par mention. Donc là, c'est un tableau que vous avez déjà vu, j'imagine, plusieurs fois, qui a été présenté par les fédérations, qui a été présenté dans d'autres webinaires, j'imagine. Donc, vous avez des compétences obligatoires qui existaient déjà dans les anciens décrets et les nouveaux décrets, qui sont en bleu foncé. Les compétences en rouge sont celles qui sont introduites par les nouveaux décrets de 2022. Par exemple, pour la mention polyvalente, vous avez obligation d'avoir un masseur kiné, qui apparaît en rouge. Et ensuite, vous avez les compétences recommandées par les nouveaux décrets. Après, ça se lit en ligne, c'est-à-dire que, par exemple, pour le locomoteur, vous devez présenter au moins 3 pratiques minimum par patient. Et pour le locomoteur, ça sera dans 6 pratiques différentes que vous pouvez choisir ces 3 pratiques, c'est-à-dire le masseur kiné, l'ergo, la psychologue, l'orthophoniste, la psychomotricien ou l'APA. Et ensuite, vous avez aussi les décrets qui précisent le nombre de séances par jour, et si celle-ci doit être collective ou si celle-ci doit être individuelle. Donc là, toujours pour le locomoteur, vous avez 2 séances collectives qui doivent être présentes, 2 séances qui doivent être présentées aux patients, dont une qui est collective, qui est individuelle. Oula, je vais y arriver. Allez, on continue. Alors, pour les locaux, la réforme nous précise les locaux. Donc là, c'est les conditions que vous connaissez qui sont classiques. Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées, qui permettent l'accueil de plusieurs patients.
Une ou plusieurs salles de convivialité doivent être présentes sur l'établissement, une salle de repos avec un secteur de repos, on va dire, pour l'HTP notamment. Pour le secteur de l'hospitalisation complète, on cherchera à ce que ça soit facilité pour l'accueil des familles, avec des chambres composées d'un ou deux lits, et chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient. Doivent exister dans les locaux aussi l'accès à un chariot d'urgence ou à un sac d'urgence et l'accès à des fluides médicaux. Les nouveautés qui sont introduites pour la réforme par mention, donc sur le locomoteur et le système nerveux, on a une ou plusieurs salles de simulation d'espace de vie qui sont attendues, type les appartements thérapeutiques par exemple. Pour la pneumologie, vous avez une salle d'urgence qui est attendue pour accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire. Pour les brûlés, une salle d'aseptie et de pansement spécifique. Et pour la modalité cancer, au moins un espace dédié aux soins et au soutien nécessaire aux personnes atteintes d'un cancer. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'environnement et des équipements et du matériel? Donc, pour les conditions communes, toujours à toutes les mentions, sur site ou par convention avec une autre structure. Vous devez justifier dans votre dossier d'autorisation d'un accès à un scanographe et à une imagerie à résonance magnétique, et la possibilité aussi de réaliser des analyses de biologie médicale. Les conditions particulières qui sont attendues dans les dossiers complets à redéposer, donc là, c'est tous ceux qui sont dans le groupe 1. Pour la gériatrie, assurer l'accès sur site ou par convention à un plateau neurocognitif. Et pour la mention système digestif, endocrinologie, diabétologie et nutrition, un plateau d'imagerie qui permet d'assurer l'accès sur site ou par convention à un scanographe et une imagerie à résonance magnétique adaptée à la prise en charge des patients en obésité sévère. De la même façon, vous devez aussi avoir un plateau technique de réadaptation qui permet la prise en charge des patients en obésité sévère. Donc là, on passe au calendrier de la procédure d'autorisation. Donc, on a pensé que c'était utile également de vous faire un petit rappel et de vous resituer, puisqu'il y a quand même deux situations différentes selon le SMR. Donc, vous avez déjà la procédure classique qui vous est peut-être plus familière. Donc, avec une période de dépôt des dossiers, pour des dossiers complets, il y a la période de dépôt dure 2 mois, pendant laquelle donc vous devez transmettre à l'ARS et désormais via le système d'information autorisation, le SI. Donc, pendant cette période-là, les équipes ARS commencent déjà à instruire vos dossiers pour la recevabilité, la complétude et s'efforcent au maximum de revenir vers vous s'il manque des pièces pour vous permettre de vous laisser le temps de compléter les dossiers lorsqu'ils sont incomplets. Parce qu'il faut savoir que l'ARS a 30 jours pour instruire la complétude de votre dossier à l'instant où il est reçu, alors que vous ne disposez que du temps de la fenêtre pour compléter le dossier. Donc, on ne peut que très vivement vous conseiller de déposer le plus rapidement possible et ne pas attendre les derniers jours de la fenêtre, parce qu'après, matériellement, les équipes ne peuvent pas répondre à tout le monde et revenir vers chacun des promoteurs pour leur informer qu'il manque des pièces dans le dossier. Donc, à la fermeture de cette période de dépôt, il y a encore le processus d'instruction. Les dossiers sont analysés, instruits et des notes d'instruction sont remises aux membres de la commission. Vous recevez une convocation pour vous connecter en webinaire. Ça vous évite de vous déplacer pour finalement un temps d'échange assez court avec les membres de la commission, un temps d'échange qui est de 5 à 10 minutes maximum. Donc, on vous envoie également la convocation et vous aurez dans cette convocation la copie de cette note d'instruction qui est une synthèse et une analyse de votre projet. Donc ensuite, la commission émet son avis et enfin, le directeur général de l'ARS prend une décision définitive et finale sur votre autorisation dans les 6 mois. Et à compter de la fermeture de la fenêtre, et donc une décision favorable ou défavorable. Il faut bien identifier que à partir de cette notification de la décision, pour tous ceux donc, qui vont déposer en dossier complet, il y a désormais 2 délais qui vont... déjà, il y a le délai classique qui s'applique pour tout le monde.
Donc, le délai de mise en œuvre, vous savez que vous avez 3 ans pour au moins commencer à mettre en œuvre l'autorisation qui vous a été attribuée et 4 ans maximum pour ouvrir au premier patient. Sinon, votre autorisation est frappée de caducité. Ensuite, pour les autorisations qui existaient avant la réforme et qui, là, sont quand même demandées de déposer en dossier complet et de repasser par toute cette procédure, il faut bien identifier qu'il y a un deuxième délai désormais qui court, c'est le délai de mise en conformité au regard des nouvelles conditions techniques de fonctionnement et conditions d'implantation instaurées par les nouveaux textes. Donc, ce délai de mise en conformité pour vous, qui est dans le cas de figure dossier complet en fenêtre, instruction et décision des GARS individuelles, ce délai de conformité, il est de 1 an pour les SMR et il court à compter de cette décision du DGARS qui vous réattribue votre autorisation. Ensuite, pour ceux qui sont en procédure simplifiée par la loi Valtout, vous l'avez en bas du schéma. Donc, les autorisations, elles sont réputées reprendre le cours de leur vie. Seulement, vous avez tous reçu un courriel entre le 22 et le 26 avril. L'écrasante majorité, c'est le 22 avril. Et ensuite, pour tous les quelques mails qui nous sont revenus, ou quoi, on a renvoyé jusqu'à ce qu'il y ait vraiment réception effective de ce mail-là. Ce mail, il vous expliquait toute la procédure, la réforme, les différents groupes. Il vous donnait une fiche qui récapitulait chacune de vos autorisations par modalité, mention, sur quel groupe, de quel groupe vous releviez, groupe 1, 2, 3. Mais aussi, on vous a bien marqué en gros, attention, cette notification fait courir le délai de mise en conformité au regard des nouveaux textes. Et donc, pour ceux qui ont repris le cours de leur vie, ou ceux du moins qui sont dans la procédure simplifiée par la loi Valtout, il faut identifier que la mise en conformité, elle court depuis cette notification d'avril 2024. Donc là, j'ai rappelé dans le diaporama les différents délais, mais bon, vous concernant, c'est 1 an à compter de la notification. Ensuite, nous allons passer à une section beaucoup plus pratique et qui a finalité à vous aider à remplir ce dossier sur la nouvelle plateforme SI. Et nous souhaitons vous rassurer parce que pour la manipuler chaque jour, en fait, elle s'avère très ergonomique et très facilitante. Donc, on vous rappelle juste donc, le cadre pour que votre dossier soit complet. Il y a le cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'il vous faut vous référer à l'arrêté du 27 juillet 2021 qui fixe le contenu qui est requis et obligatoire pour chaque dossier de demande d'autorisation d'activité de soins et d'équipement matériel lourd. Donc, c'est très simple, vous prenez cet arrêté, vous prenez chaque point et il vous faut y avoir répondu. Ensuite, vous avez un nouveau cadre matériel, un nouveau contexte, c'est ce fameux SI autorisation. Et il faut que vous sachiez que dans ce SI, désormais directement, vous pouvez accéder aux guides utilisateurs promoteurs et aux webinaires qui ont été faits pour vous aider à la prise en main de ce nouvel outil. Et il y a également un lien vers un PDF du webinaire du 7 novembre qui portait aussi sur le système d'info. Et enfin, un lien vers le replay et le PDF du webinaire du 6 mars 2024. Enfin, je voudrais juste mettre un petit accent sur ma collègue Valérie Laurent, qui lève la main tout de suite. Voilà. Valérie Laurent, qui est notre collègue et qui est votre référence pour l'ESI. En cas de problème, n'hésitez pas à la joindre. Elle est là pour vous aider, vous donner le droit d'accès et puis vous aider pour remplir. Donc là, on voulait vous présenter un petit peu comment ça se présentait pour que ça vous soit un peu plus familier. Donc, quand vous rentrez dans l'ESI autorisation, si vous aviez précédemment des autorisations existantes, il y a une liste qui apparaît. Et cette liste, elle apparaît avec tous les détails. Donc, il faut que vous sachiez que si
si vous avez par exemple une ligne pour l'hospitalisation complète et une ligne pour l'hospitalisation à temps partiel, désormais, vous pouvez remplir sur une seule ligne et c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de remplir plusieurs fois. Donc, vous pouvez cliquer sur la ligne où vous voulez déposer votre dossier pour renouveler l'autorisation. Donc, sur cette page-là, on voulait vous montrer que si vous n'avez pas de ligne, vous allez cliquer sur le carré bleu en haut qui s'intitule « Déposer un dossier ». Là, ça permet de créer réellement une demande sur une autorisation non existante. Ensuite, dans la barre « Recherche », vous pouvez également aller chercher tous les dossiers que vous avez pu renseigner et compléter. Ensuite, on rentre dans la première partie qui s'intitule « Information générale du dossier ». Donc, c'est les informations qui concernent la structure. Et la bonne nouvelle, déjà, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont remplies automatiquement par Finesse et Argos. Donc, c'est quand même très facilitant. Vous pouvez bien sûr vérifier l'exactitude des éléments et revenir vers Madame Laurent s'il y a un souci. Ensuite, il vous faut quand même penser à ajouter les statuts de l'entité juridique. L'autre bonne nouvelle, c'est que les statuts, vous allez les téléverser une seule fois et ce sera bon pour toutes vos demandes. Le SI gardera et l'implémentera pour tous les dossiers que vous pourrez avoir à déposer. Et ensuite, il vous faut penser à préciser si vous appartenez ou pas à un GHT. Et le cas échéant, préciser le nom du GHT en utilisant le menu déroulant dans lequel il y a déjà les intitulés exacts des GHT. Surtout, à chaque fois, on va vous le marquer plusieurs fois dans les diaporamas, pensez à sauvegarder avant de changer de partie. Ça, par contre, il faut absolument y penser. Cliquez à chaque fois en bas sur le bouton bleu marqué « Sauvegarder ». Donc, dans la définition du champ de l'autorisation demandée, il faut également indiquer la zone de santé et l'activité ou l'équipement matériel lourd que vous souhaitez demander. Alors, vous remarquez qu'à chaque fois qu'il y a une astérisque rouge, vous en aurez plusieurs dans le SI. Ça veut dire à chaque fois que c'est un élément qui est obligatoire et ça veut dire qu'il va être bloquant. Il va être bloquant soit pour nous transmettre le dossier, soit bloquant dans le sens où si on n'a pas les éléments, on ne pourra pas déclarer votre dossier complet. Donc, ce sont des informations obligatoires. Petit rappel, chaque entité juridique dépose un dossier par site géographique pour une activité de soins, mais dans sa globalité. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous aviez plusieurs lignes en page d'accueil pour une même activité de soins parce qu'il y avait plusieurs mentions, donc là, vous allez pouvoir juste vous cliquer sur une d'elles et dans cette ligne-là, ça vous génère un dossier dans lequel vous allez mettre tout ce qui a rapport à cette activité de soins. Donc, c'est justement sur cette page-là, où une fois que vous êtes rentré dans une des lignes et que vous commencez à remplir votre dossier, vous allez devoir cliquer sur toutes les modalités et mentions que vous voulez demander. Donc, vraiment, là, vous cliquez de manière exhaustive sur toutes les modalités et mentions que vous voulez demander pour l'activité pour laquelle vous êtes en train de déposer un dossier. Alors, pour le SMR, vous voyez, nota bene, tout en bas, en pédiatrie, vous devez penser à cocher la mention qui vous concerne. Donc, c'est-à-dire que soit c'est enfants et adolescents, soit c'est jeunes enfants, enfants et adolescents, en sachant que la mention jeune enfant, enfant et adolescent, en fait, elle englobe tout. Donc là, vous n'avez pas besoin il faut vraiment faire le choix entre l'un ou l'autre, sachant qu'en fait, la mention enfant et adolescent, c'est simplement que vous ne prenez pas en charge les enfants de moins de 4 ans. Et la mention jeune enfant, enfant et adolescent, en fait, c'est vraiment, ça couvre jusqu'à 18 ans dans l'intégralité. Donc, c'est vraiment l'un ou l'autre. Et ensuite, vous sauvegardez. Là, c'est pour vous présenter la synthèse que vous pouvez avoir sur votre dossier et qui vous permet de voir un peu toutes les sections et ce qu'il vous faut remplir. Et vous avez à chaque fois une liste déroulante qui ouvre sur les items à renseigner. Donc, nous entrons dans la partie synthèse du dossier.
c'est une vision synthétique de l'état de remplissage. Elle vous permet de voir où vous en êtes. Le système d'info vous marque automatiquement si c'est partiellement complété, s'il y a des dossiers, des documents PDF attendus qui sont manquants. Et vous avez une petite icône, un petit camembert tout à fait à gauche, en dessous de créer le 23 mai 2024. Vous avez un petit camembert qui là est plutôt vert. Et ça veut dire que vous êtes plutôt bien avancé dans votre démarche de dépôt de dossier. Donc, on revient sur un petit zoom sur la partie information relative à l'activité parce qu'on voulait un peu plus vous donner les indications de ce qui est attendu dans cette partie-là. Donc, justement, sur la justification de la demande, c'est un élément qui est vraiment très important et quelle que soit l'activité ou l'équipement que vous demandez. Donc, il est très important de décrire le projet, de le motiver, de motiver la demande pour cette activité au regard de l'offre au sein de l'établissement, mais aussi au regard des besoins du territoire. Donc, pensez, comme dit notre cher docteur Pascal, pensée, territoire, population, parcours. Ensuite, il vous faut faire le lien entre votre demande et les objectifs qualitatifs et quantitatifs du schéma. Le schéma régional de santé, il est disponible sur le site de l'ARS qui vous donne un lien direct vers le site PRS de la région Occitanie. Il vous faut donc aller chercher le document qui s'appelle schéma régional de santé. Il vous faudra également chercher le schéma territorial de votre département. Vous allez chercher à l'activité qui vous concerne, donc là en l'occurrence les soins, les SMR, et dans cette partie-là du schéma, vous regardez bien les objectifs du schéma qui ont été listés et vous reprenez les objectifs auxquels votre projet répond. Il faut vraiment mettre en valeur le fait que votre projet y répond à plusieurs objectifs, tous les objectifs peut-être, mais en tout cas, il faut le faire ressortir. Ça fait partie d'un élément clé de la motivation de nos décisions derrière. Donc, pour bien appuyer notre décision favorable, aidez-nous. Voilà. Ensuite, si vous êtes un établissement public membre d'un GHT, vous devez obligatoirement fournir l'avis du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Donc, il faut absolument penser à le mettre. C'est un document qui est obligatoire pour les établissements publics membres d'un GHT. Il faut également téléverser les copies des conventions en lien avec l'activité. Si vous n'avez pas pu encore signer la convention, comme le docteur Pascal vous disait tout à l'heure, vous pouvez déposer une lettre d'engagement, un engagement que vous prenez à la signer dans les meilleurs délais pour ensuite la transmettre à l'ARS. Enfin, vous voyez en bas de cette zone, vous pouvez téléverser les conventions requises et apporter les précisions dans la zone commentaire. On a voulu vous mettre un dernier petit point de vigilance, c'est notre étoile, là. Il vous faut donc ajouter les conventions obligatoires, ne pas les oublier. Et puis, il faut quand même veiller à actualiser les conventions trop anciennes, c'est-à-dire que celles qui ont plus de 15 ans, il faut vraiment quand même actualiser ces éléments pour que ça continue à être vraiment recevable en termes d'informations données à l'ARS. Et enfin, il vous faut prévoir, s'il vous plaît, un titre court pour vos PDF que vous téléversez, parce que sinon, ça génère des bugs. Nous l'avons vu sur la première fenêtre. Donc, titre court, s'il vous plaît. Ensuite, le dossier financier et les documents spécifiques à l'activité. Donc, dans le dossier financier, il faut indiquer les modalités précises de financement du projet, avec le coût de l'opération, les montants d'investissement éventuels en équipements et locaux, les moyens de fonctionnement supplémentaires, notamment le personnel RH, les leasings éventuels, en fait tout. La liste n'est pas exhaustive. Tout ce qui vous paraît pertinent pour nous donner une juste image de votre projet sur le volet financier. Il vous faut donner une projection financière sur 5 ans, donc présenter un budget prévisionnel et pour les établissements publics, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements relatifs au projet. Les documents spécifiques à l'activité, enfin, ils doivent être téléchargés. Il faut télécharger le PDF dédié à l'évaluation
et ensuite, après l'avoir complété, le téléverser, voilà, une fois les différents items renseignés. Il faut communiquer et téléverser les éléments du projet d'établissement, une synthèse en 3 pages du projet d'établissement, s'il vous plaît, et donc les éléments du projet d'établissement sur lequel se fonde la demande pour les établissements publics ou la délibération de l'organe délibérant pour les établissements privés. Et transmettre la présentation générale de l'établissement ou de la société et la description des équipements, des services et des équipements matériels lourds compris dans l'opération. Concernant les éléments financiers, on a voulu vous montrer un petit exemple parce que plusieurs promoteurs nous demandaient finalement, vous attendez quoi sur ce volet-là? Donc, histoire de vous éviter d'en faire plus qu'il ne faut et de vous éviter de nous en donner pas assez non plus, on vous montre un exemple de budget prévisionnel qu'on a reçu, qu'on trouvait assez simple et opérationnel. Donc, tout simplement, total des produits et des charges qui sont afférentes à l'activité avec les différentes années. Dans l'idéal pour nous, 5 ans, ça nous donne une bonne visibilité. Elle correspond au PRS qui commence, c'est très bien. Et il faut voir, comme vous disait le docteur Pascal tout à l'heure, que donner en même temps que ces éléments financiers, du coup, le nombre de lits et de places prévisionnels qui peuvent aussi monter en charge sur ces années-là. Je pense que c'est quand même un élément essentiel de compréhension du projet et de sa pertinence. Alors, c'est un élément qui n'est pas obligatoire par la réglementation, mais comme vous disait le docteur Pascal tout à l'heure, en fait, si on n'a pas cette information, on va être en difficulté pour demander l'enveloppe régionale pour vous notifier les crédits de l'autre côté derrière. Donc, en fait, c'est vraiment dans votre intérêt qu'on vous demande, s'il vous plaît, de nous indiquer vos capacités et puis la montée en charge que vous avez prévue. On a voulu vous faire un petit zoom sur le fameux PDF dédié à l'évaluation dont je parlais tout à l'heure, qu'il faut en fait télécharger, compléter et ensuite retéléverser dans le SI. Donc, je vous ai concentré les petits éléments là et donc, à chaque fois, vous avez une zone bleue dans laquelle vous pouvez rédiger. Et puis, il y a les A, B, C, D, E qui figurent dans le PDF dédié à l'évaluation. Là, un tout petit zoom sur du coup les petits items sur lesquels vous cliquez et ce à quoi ils vous servent. Donc, l'onglet Parcourir, il permet de récupérer une pièce jointe qui est dans votre ordinateur afin de la téléverser directement sur la plateforme et l'intégrer au dossier de demande. Sur votre droite, vous voyez la petite icône, le petit stylet. C'est pour chaque fois que vous avez ce petit stylet dans le SI, ça veut dire que c'est une zone que vous pouvez modifier. Et pour accéder à la modification, c'est sur ce stylet qu'il faut cliquer. Et ensuite, la petite poubelle, c'est pour supprimer. Surtout, on revient sur ça, mais c'est très important. Au fil de l'eau, pensez à sauvegarder à la fin de chaque partie et avant de la quitter, pour surtout garder les éléments que vous avez renseignés. Ensuite, on vous présente les formulaires PDF pour l'activité de soins qui sont à renseigner obligatoirement. Donc là, de la même façon, on vous montre tout en haut formulaire PDF pour l'activité de soins, vous voyez la petite icône comme un petit dossier. C'est la petite icône qui permet de télécharger le document PDF. Ensuite, il vous faut le renseigner. Et ensuite, vous le téléversez et la flèche vous indique du coup à quel endroit vous devez cliquer pour le téléverser. Maintenant, le formulaire, vous avez plusieurs formulaires à remplir en fait. Vous avez un formulaire relatif à l'activité de façon générale, donc l'activité SMR. Et ensuite, vous avez un formulaire par modalité qu'il vous faut renseigner aussi. Donc en fait, il y a plusieurs PDF à renseigner pour l'activité et pour chaque modalité. Donc attention, plusieurs PDF à téléverser. Pour la partie dédiée au personnel affecté à l'activité, donc vous voyez, il vous faut saisir le nom du médecin coordonnateur, préciser la date d'état des lieux des effectifs et cliquer sur le stylet pour modifier, pour démarrer la saisie pour chaque ligne
de personnel et renseigner les postes vacants et les postes pourvus. Et s'il n'y a personne, en fait, marquez au moins la valeur 0. Parce que sinon, le SI considère que vous n'avez pas complété correctement cette partie. Et enfin, vous voulez peut-être mettre des observations justement quand vous n'avez pas tous les postes pourvus, etc. Donc, vous avez une zone commentaire en bas que vous pouvez compléter si vous en jugez utile. Voilà, toujours pareil, la petite astérisque rouge, c'est les endroits où il vous faut nécessairement remplir des éléments. Ensuite, un petit zoom sur où ajouter les diplômes. Donc, on vous a mis les petites icônes, le petit trombone qui vous permet d'ajouter les diplômes dans la section dédiée à chaque ligne de personnel. Et il vous faut cliquer sur le stylet pour modifier et démarrer la saisie, en fait. Donc, d'abord, vous cliquez sur le stylet pour ouvrir et ensuite, vous cliquez sur le trombone pour pouvoir déposer les diplômes. Et ensuite, vous pensez à valider avec la petite encoche et enfin, sauvegarder, comme toujours. Donc, sur l'environnement et les locaux dédiés à l'activité, il vous faudra également téléverser les plans. Donc, il y a une zone qui est dédiée à cette question. Et dernière partie, pour les pièces complémentaires facultatives, les éléments que vous voudrez déposer en complément qui vous semblent utiles pour la compréhension du projet et pour la motivation de ce projet et sa pertinence. Enfin, vous avez la mise en œuvre de l'autorisation à compléter, renseigner et sauvegarder. Vous revenez au récapitulatif avec le menu déroulant pour accéder à chaque item et qui vous marque où vous en êtes avec votre petit camembert. Donc, dans la synthèse toujours du dossier, vous avez à nouveau le niveau de complétude, le stylet pour modifier les informations. Si finalement vous voyez que le système d'info vous marque encore en incomplet ou partiellement, il est peut-être utile de retourner dans la section. Et ensuite, il vous faut accéder, sauvegarder et accéder à la validation. Vous pouvez exporter en bas à gauche, exporter le récapitulatif. Là, c'est pour votre renseignement personnel. Ça vous permet en fait d'avoir tout votre dossier qui se présente ensuite en un seul et même dossier consultable et plus facilement lisible, quoi. Et ensuite, accéder à la validation. Donc, les personnes dans votre organisme qui ont le statut de valideur doivent renseigner ces éléments et il ne faut pas oublier de cocher tout bêtement la case sur monsieur, madame, parce qu'on a un opérateur à la première fenêtre qui était resté bloqué juste pour ça. Donc, voilà. Pensez à mettre monsieur, madame, votre nom, etc., la qualité. Et vous devez cliquer sur je m'engage à tout, en fait. Tous les petits carrés, là, il faut les cliquer. Fait à, et voilà. Et ensuite, comme d'habitude, sauvegarder. Donc, vous devez, pour les engagements, il faut voir que vous devez exporter un document, le signer, mettre le visa de l'établissement et ensuite le retélécharger sur le système d'info. Donc, vous téléversez les engagements et enfin, vous pouvez valider le dossier. Mais attention, ce n'est pas terminé. Donc, surtout, vérifiez toujours le statut du dossier. Il faut en fait qu'il soit marqué « transmis à l'ARF » ou « en cours d'instruction ». S'il y a marqué « à valider » ou « valider », en fait, c'est toujours des informations qui vous concernent. C'est au sein de votre organisme. Ce sont des étapes au sein de votre organisme que le SI vous indique. Donc, vous devez valider la transmission du dossier et vous devez constater que votre dossier
a pour statut transmis à l'ARS. Donc, justement, on revient un petit peu là-dessus, parce qu'on veut être sûr que vous ne vous trompiez pas. Donc, pensez à vérifier le statut de votre dossier. Donc, si vous l'avez transmis, il apparaît transmis à l'ARS. Donc là, à partir de là, l'ARS a la main. Elle a 30 jours pour instruire la recevabilité et la complétude. Si le dossier est incomplet, l'ARS vous envoie un mail en vous demandant les compléments qui doivent être apportés pour pouvoir pour compléter le dossier valablement. Donc, attention, l'ARS, comme je vous ai tout à l'heure, dispose de 30 jours, alors que vous n'avez que la fenêtre pour compléter. Donc, les dépôts, les derniers jours, ben, c'est qui tout double. Hein. C'est-à-dire qu'on espère pour vous que, du coup, vous avez pensé à tout. Donc, s'il vous plaît, évitez de déposer les derniers jours de la fenêtre pour qu'on puisse vous récupérer, en fait. Donc, si le dossier est complet, l'ARS n'envoie plus de mail pour dire que le dossier est recevable et complet, en fait. La réglementation, elle a toujours prévu que, en fait, à défaut de réponse de l'ARS, le dossier est réputé complet. Donc, en fait, si on ne vous a pas dit qu'il est incomplet, c'est qu'il est complet. Et maintenant, l'intérêt que vous avez, c'est que dans le SI, vous verrez apparaître complet. Donc, vous êtes sûr de vous. Si, en fait, le dossier était incomplet, vous allez avoir plusieurs statuts possibles. Et on revient là-dessus parce qu'ils peuvent être un petit peu source d'erreur. Donc, en fait, vous avez le statut à compléter qui se comprend facilement. Ça veut dire qu'il vous faut ajouter des compléments qui ont été demandés par l'ARS. Seulement derrière, il y a les compléments à valider. Donc tout ça, c'est en interne de votre établissement ou de votre société. Donc ça veut dire que c'est en attente de validation au sein de l'établissement et les utilisateurs qui ont les droits de validation et de transmission, ils doivent encore renseigner les engagements, déposer le document engagement signé et valider. Donc ensuite, vous avez encore le statut complément validé qui peut apparaître et qui est encore plus trompeur parce que certes, les compléments ont été validés en interne, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça a été validé par l'ARS, absolument pas, et ça n'est pas encore transmis à l'ARS à ce stade-là. Donc, vous avez mis tout ça dans un carré rouge parce que tout ça, ça doit être passé et terminé avant la fermeture de la fenêtre. Il vous faut voir apparaître, comme c'est indiqué en bas, complément transmis. Et là, ça veut dire que le dossier a réellement été transmis à l'ARS et qu'il est en attente de l'instruction de l'ARS. Donc, une fois que la fenêtre est fermée, le statut que vous allez voir apparaître, c'est en cours d'instruction. Et ça, c'est tant que l'ARS n'a pas réellement déclaré sur votre dossier qu'il était complet. Voilà. Et c'est fini pour moi. Et alors, on en arrive à la mini-fac. Merci Caroline. Je vais juste un petit peu accentuer par rapport à l'ouverture de la fenêtre. Pour les référents SMR, vous pouvez poser toutes vos questions avant la fin du mois de juin. À partir de l'ouverture de juillet-août, nous ne pourrons plus répondre à vos questions. Donc, je vous invite fortement à aller sur le SI autorisation en amont, puisque je vois que certains ont eu des surprises en allant essayer de commencer à remplir le dossier. Donc là, on a quelques questions qui reviennent, notamment par rapport au plateau neurocognitif. Peut-être tu veux développer, Jean? Alors, pour ce qui concerne le SMR gériatrique, ont été identifiés, et je crois que ça existe peut-être sur d'autres spécialités, des espaces dédiés ou alors des plateaux dédiés. Ça veut dire que dans l'espace technique, où est réalisée la prise en charge de rééducation, réadaptation et réinsertion, il est demandé à ce que soient identifiés des locaux, une organisation des locaux, d'une part, au sein de ce plateau, dédié plus spécifiquement à cette activité, en termes de matériel ou en termes de personnes. C'est ce que sous-tend derrière cette notion de plateau neurocognitif. Ça veut dire qu'il s'agit de répondre à la prise en charge de ces publics pour lesquels on rencontre ce type de problème et qu'elle demande à avoir une organisation plus qu'elle n'est fait jusqu'à maintenant dans l'espace dédié du plateau technique de rééducation, réadaptation.
Pour ce qui concerne, Alors, oui, si tu veux. pour ce qui concerne la question du médecin, vous avez vu que dans les dossiers et les conditions techniques de fonctionnement, il est demandé trois types de choses. Soit vous avez un médecin qui est qualifié, et il y a une exigence en termes de qualification. C'est pour ça qu'on vous demande de transmettre le diplôme. Et si vous ne pouvez pas le transmettre parce que vous êtes dans un processus de nouvelle demande, vous le préciserez dans le dépôt de dossier. Et le courrier que vous nous adresserez et que vous adresserez au SI de mise en conformité aura répondu indirectement à l'effectivité de cette mise en œuvre de médecin par rapport à son diplôme. Parfois, il vous est précisé que ce professionnel doit avoir une formation ou une expérience attestée. Ça veut dire que de la même façon, vous émettrez des éléments de preuve ou vous engagerez à fournir les éléments de preuve qui seront effectifs au moment de l'adressage de votre courrier de conformité. Ça veut dire que cette personne, vous avez les éléments pour prouver qu'il a la formation pour répondre à cette autorisation ou qu'il a acquis une expérience suffisante et nécessaire à travers des stages ou des engagements de formation stage pour répondre à cette mission. Je vous précise, et c'est une question qui est posée, de bien lire les conditions techniques de fonctionnement. Et vous verrez que parfois, c'est la question du diplôme, c'est-à-dire de la qualification spécialisée qui est demandée, ou parfois simplement et seulement, c'est seulement la formation ou l'expérience attestée qui est demandée. Vous nous avez interrogé sur une problématique de la gériatrie par rapport à des outils en complément des espaces. Donc, quand on parle de référence à l'informatique, au logiciel, on est dans une logique d'amélioration et d'augmentation de la gradation de la qualité de la prise en charge des publics. Et ce qui est demandé à travers ça, c'est l'achat et le déploiement d'outils dans le champ de l'informatique ou dans le champ de différents applicatifs à mettre en œuvre en regard des troubles que peuvent présenter ces publics et de savoir utiliser ces outils à l'attention de leur prise en charge. Alors, par ailleurs, je pense que vous avez compris la problématique de la convention par rapport à l'HTP et l'hospitalisation complète. Je pense que je ne vais pas y revenir dessus. Vous reviendrez sur le diaporama. C'est, je pense, suffisamment bien explicité pour que vous puissiez comprendre ce point. Non, on a fini là, alors. On a fini. Par ailleurs, différentes questions nous sont posées dans les échanges au niveau du document. Alors, on va reprendre rapidement les questions et je vais répondre à chacune de ces questions autant que faire se peut, ou alors c'est le service d'autorisation qui va répondre à cette question. Au préalable, un certain nombre de questions que vous posez concernent le champ et l'outil SI autorisation. Dans le document est spécifiée une adresse mail si vous avez un blocage ou si vous avez des problèmes de compréhension. Vous devez donc utiliser ce mail pour pouvoir avoir une réponse. Deuxième point, nous vous recommandons fortement et avec insistance. Normalement, vous allez commencer à renseigner vos dossiers SI information puisque ce travail a été mené depuis plusieurs mois à destination des établissements. Si vous n'avez pas commencé, vous devez rapidement commencer à renseigner cet outil. Pour nous, il est essentiel, si vous le pouvez, que vous ayez grosso modo tous terminé de renseigner ces dossiers d'ici la fin du mois de juillet, ce qui permettra, en cas de blocage ou de problème, au service autorisation de pouvoir correctement vous répondre et pas au dernier moment, lors de la dernière semaine du mois d'août. C'est un point de vigilance et une recommandation forte à la destination des établissements. On va reprendre les différentes questions que vous posez. Alors, elles vont vous être lues par Madame Léandri et on va vous répondre au fur et à mesure. Merci Jean. Alors, on avait une première question concernant la plateforme, alors j'imagine le SI autorisation qui n'aurait pas été actualisée concernant un établissement, le SMR d'Autun, et à qui devons-nous nous adresser?
dans ce cas de figure-là? Bon, allez-y, vous pouvez répondre directement, Valérie. Du coup, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter du coup, par téléphone. Voilà. Vous avez les coordonnées des membres de l'équipe sur la dernière diapo qui vous sera communiquée. Le diaporama va vous être diffusé juste après la séquence. Donc, vous pouvez directement vous adresser à Valérie Laurent, au service autorisation de l'ARS. Ensuite, alors, vous indiquez qu'avant, un établissement avait les spécialités locomoteurs et système nerveux pour enfants. Il pose la question de lui confirmer qu'avec la réforme, la porte d'entrée est la pédiatrie et qu'il devra remplir un dossier spécialité pédiatrique et non plus locomoteur et système nerveux. Alors, sur cette question, vous avez tout à fait compris. Vous devrez déposer un dossier de SMR pédiatrique. C'est la donc modalité pédiatrique dans la mention que vous sélectionnez. Cette problématique concernant des spécialités d'organes n'est pas l'objet de l'autorisation. C'est un processus qui n'est pas engagé par l'agence ARS à ce stade, puisqu'on est vraiment dans la phase autorisation. Le processus et toutes les dimensions qui concernent le champ des reconnaissances contractuelles est un processus indépendant qui ne concerne absolument pas le processus en cours d'autorisation et de mise en regard de la réglementation de l'ensemble de ceux qui sont SSR et qui deviendront SMR demain. Alors, une autre question sur les LISP, les lits d'identification soins palliatifs. On nous pose la question de savoir s'ils font l'objet d'une autorisation spécifique, sont-ils rattachés à l'autorisation gériatrique. Donc, une réponse a été apportée déjà dans le chat pour rappeler que les LISP font l'objet d'une reconnaissance contractuelle délivrée à l'occasion d'un appel à projet ou au fil de l'eau. En l'occurrence, à l'ARS Occitanie, aujourd'hui, c'est au fil de l'eau que nous inscrivons ces demandes. Donc, vous pouvez en parallèle tout à fait adresser votre demande de LISP au docteur Surana, qui est le référent médical sur les soins palliatifs. C'est bien dissocié de la demande de renouvellement d'autorisation de SMR. Alors ensuite, je continue dans l'ordre d'apparition des questions. Pour les établissements SMR basse vision, la DGOS nous a indiqué que nous pouvions demander aux ARS une ou des dérogations concernant les professions obligatoires, mais non présentes dans notre activité spécifique, exemple kiné. Devons-nous faire cette demande via le dépôt du dossier et ou par courrier auprès de l'ARS? Donc là, la RAMAP, vous allez déposer sur la mention polyvalente. Et effectivement, ça serait intéressant de nous l'indiquer dans le dossier et de le doubler par un courrier de demande dérogatoire du DG, puisque c'est normalement réglementaire que d'avoir une compétence de kiné pour le SMR polyvalent. En complément de cette précision, je pense qu'on est dans un processus simple d'autorisation et que pour l'instant, on s'inscrit dans le processus que nous vous avons présenté. Nous ne pensons pas qu'il soit opportun à ce stade des échanges, si les éléments sont spécifiés dans le dossier autorisation en termes de limites ou de problèmes, d'interpeller ad libitum le DG ARS qui a peut-être d'autres missions et d'autres fonctions à assurer pour la région Occitanie. Je suis clair sur le sujet. Un outil est en place, des conditions techniques de fonctionnement sont en place, elles structurent l'essentiel de ce que doivent composer les autorisations, avec un schéma complet, un schéma simplifié. Ça doit être l'outil d'échange en termes d'information et ça dépend de la qualité des informations que vous y porterez dedans. Donc, pour ce qui concerne les éléments peut-être de votre interprétation qui peuvent relever du champ dérogatoire, vous le préciserez dans le dossier et nous verrons ensuite l'appréciation des éléments à considérer que vous soulèverez à l'intérieur de ce dossier. Alors ensuite, on a une question sur l'aménagement des locaux. On nous demande pour le SMR pneumo si la salle d'urgence doit être dans les locaux du SMR ou bien dans l'établissement. Donc, je viens de regarder et après vérification, normalement, cette salle d'urgence doit être dans les locaux du SMR pneumo. Ensuite, pour les établissements ayant plusieurs mentions, nous aurons donc des échéances différentes selon les mentions SMR, d'une part dossier complet versus dossier simplifié. Est-ce qu'une unification des échéances est envisagée?
C'est bon. Alors, une unification, non, au-delà de ce qui a été posé comme règle, c'est-à-dire il faut plutôt le prendre dans une logique que pour certaines de vos modalités ou mentions, vous devez déposer un dossier et pour celles qui sont simplifiées, ben, vous n'avez pas forcément à le faire. Donc, il y a quand même une simplification. Mais il n'est pas prévu d'uniformiser la date, quoi, du coup. Mais ça existait déjà avant, hein. Vous pouviez avoir l'autorisation en hospitalisation complète attribuée en 2019 et l'hospitalisation à temps partiel en 2021. Donc, les échéances n'étaient pas les mêmes non plus. Merci Caroline. Alors ensuite, on nous demande, dans le cas d'une fusion, lorsque un SMR fusionne avec un centre hospitalier, dans le cas d'une fusion-absorption, que se passe-t-il en termes de finesse, de remplissage, j'imagine, du dossier? Alors, en fait, quand il y a une fusion-absorption, comme son nom l'indique, ça veut dire que dans la fusion, il y a une entité juridique qui subsiste, c'est celle qui absorbe. Donc, c'est le finesse de l'entité juridique qui subsiste, qui est le finesse qui perdure. Voilà. Après, vous pouvez avoir des fusions dans lesquelles tous les EJ initiaux disparaissent au profit d'une nouvelle entité juridique, une autre forme de fusion. Mais après, vous pouvez nous contacter pour des cas particuliers comme ça, hein, parce que c'est vraiment très précis et je pense pas que ça concerne tout le monde. Et en tout cas, sachez que pour ce qui est de créer un numéro finesse, c'est également Madame Valérie Laurent, ici présente, qui est votre interlocutrice. Et elle est très réactive. Et donc, je reviendrai vers nous pour ça. Concernant la question posée par un établissement par rapport à ce courriel qui a été adressé le 22 avril à l'essentiel des établissements et qui fixe les règles de fonctionnement par rapport aux échéanciers et de votre statut autorisation, et qui pour certains ont été envoyés sensiblement un petit peu plus tard en fonction des contraintes de mail, c'est-à-dire jusqu'au 26 avril, tous les établissements SMR de la région Occitanie ont reçu ce courriel. Ce sont, je vous le rappelle, les entités juridiques qui ont reçu ce courrier. Si vous n'avez pas, au niveau des entités géographiques, reçu ce courrier, il vous appartient de vous rapprocher de la direction et des services administratifs de votre entité juridique qui dispose de ce courrier. Si par hasard, votre entité géographique juridique ne retrouve pas dans ses archives ce courrier du fait probablement d'un problème organisationnel, vous pouvez interpeller le mail et nous vous le rappelons que nous avons donné, qui est géré par Madame Valérie Laurent et qui vous renverra à l'entité juridique ce courriel. Non, là, pardon, docteur Pascal. En fait, pour cette question-là, vous enverrez votre demande sur la base générique du service autorisation, parce que sinon, notre chère Valérie Laurent sera beaucoup moins réactive sur les finesses et les questions du SI si on lui demande de tout faire. Et nous avons Madame Biche qui s'occupera de votre demande et la transmettra. Ce que je voulais dire, c'est que normalement, tout le monde a reçu ce courrier au niveau d'entité juridique. Donc, vous devez voir ce problème avec votre entité juridique. Alors, prochaine question qui concerne les RH. Il est demandé dans le SI autorisation de façon obligatoire un médecin MPR pour l'activité polyvalente. Pouvez-vous nous le confirmer? Alors, on remercie Monsieur Albert du CHU de Nîmes de la réponse, puisque juste derrière, on a effectivement l'article du Code de la santé publique qui nous dit le médecin coordonnateur justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation. Donc, la réponse, c'est que non, vous n'avez pas besoin pour la mention polyvalente d'un médecin MPR. Vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui, dans votre dossier, vous précisez que la personne a une expérience attestée en réadaptation, comme on vient de le voir sur la présentation. Une question sur les équipements.
Quels types de fluides sont obligatoires au sein d'un HTP? Alors là, je pense que quand on parle des fluides, vous le savez mieux que moi ce que ça recouvre. Il y a la notion de vide, la notion sûrement d'oxygène, etc. La base qui existe au niveau des lits d'hospitalisation complète, on doit retrouver quelque part un peu la même base sur les espaces dédiés à l'HTP. Et si là quand même, vous avez des services d'équipement et vos établissements ont l'expérience sur ce sujet, savent ce que ça veut dire. Je vous propose de vous rapprocher des services équipements de votre établissement pour comprendre le terme, voir ce qu'il faut y faire et voir si ça peut être aménagé ou pas dans votre espace d'HTP. Alors ensuite, il y a une question d'un établissement qui indique qu'il a déjà une autorisation d'hospitalisation complète et une autorisation d'hôpital de jour. Et donc, il demande la confirmation de devoir saisir qu'un seul dossier de demande initiale pour ces deux activités. Oui, Donc, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand je présentais sur le SI, il aura 2 lignes et en fait, il clique sur une et il remplit et il pourra en fait cocher toutes les petites mentions dans son activité et sur un seul et même dossier. Et il verra de toute façon en sortant de ce dossier-là que l'autre ligne a le même statut d'avancement de dossier. Merci. Lors de la mise en œuvre de l'autorisation de l'HDJ gériatrique, qu'en est-il du financement des places créées en sus de la capacité initiale? Cela s'inscrit-il dans une évolution du périmètre? Est-ce que vous avez la réponse? Alors, sur cette question, elle n'est pas normalement l'objet de cette réunion. Donc, je vous propose déjà de retenir qu'au départ, nous avions précisé l'objet de cette réunion. Je peux toutefois vous apporter des éléments complémentaires et c'est pour ça que nous vous avons recommandé 2 choses. 1, vous devez au préalable nous informer de la mise en œuvre par courriel. Deuxième chose, l'agence, en fonction des financements graduels qui lui sont donnés par la DGOS à travers ses enveloppes C1, C2, C3, elle est donc soumise aux financements tels qu'ils sont attribués par le national, dégagera autant que faire se peut des financements qui s'inscriront sur le volet populationnel, puisqu'il s'agit d'une extension de capacitaire. Actuellement, votre financement se construit principalement en interaction immédiate à travers la dotation modulée à l'activité qui représente 40 à 50% de votre activité. Je ne vais pas reprendre le modèle économique, ce n'est pas l'objet, et vous avez des interlocuteurs sur ce sujet au niveau de l'unité de régulation financière. Toujours est-il que, à partir de ce courrier, le processus d'accompagnement dans le cadre du financement est mis en œuvre dans le temps que le modèle complet, soit en année N+1, soit en année N+2. Tout va dépendre quand c'est que vous avez commencé de l'année. Le volet populationnel prenne complètement le relais par rapport au capacitaire total qui est installé. Merci. On nous demande où peut-on télécharger la lettre d'engagement? J'imagine à la place d'une convention de partenariat. Je ne suis pas sûre que c'est télécharge en tant que tel. Mais... Non, il n'y a pas de modèle prévu par le SI, donc en fait, les établissements sont libres de téléverser les documents tout seuls. Très bien. Donc, c'est un document libre que vous devez joindre à la demande sur la plateforme. Ensuite, une question très générale. Comment devons-nous procéder pour déposer une nouvelle autorisation? J'imagine que c'est dans le cas de figure où vous ne disposez pas encore d'autorisation de SMR. Est-ce que ça change quelque chose du coup Si c'est un promoteur qui n'a pas d'autorisation en Occitanie, il doit contacter Madame Laurent, Valérie, pour qu'elle lui crée un profil pour pouvoir accéder au système d'impôt et générer une nouvelle demande, comme on vous montrait au tout début de la présentation du SI. Vous avez une petite pastille bleue là où vous cliquez nouveau dossier. Et ensuite, si
si en fait vous avez déjà votre profil, et bien en fait de la même façon vous cliquez sur la petite bleue pour créer un nouveau dossier et là vous choisissez l'activité sur laquelle vous voulez désormais demander une autorisation. Quel est le contact pour des soins des soucis de connexion sur la plateforme Symbiose? Au niveau de Symbiose, il faut s'adresser donc par mois et qui renverrait donc au niveau national. Je n'ai pas du tout la main sur Symbiose. Donc, service autorisation Voilà. à contacter ce Je me problème. contacte et après je renvoie au national. Vous avez passé une question. On me demande sinon quel type de patient peut-on accueillir en SMR polyvalent? C'est une question intéressante qui interroge de façon générale chacun sur qu'est-ce que je mets en place ou pas par rapport au polyvalent. La première chose, c'est que, et je vous le rappelle, par rapport au SMR polyvalent, c'était le socle. Si vous ne souhaitez pas mettre en place du SMR polyvalent, vous ne renouvellerez pas votre autorisation et vous ne déclarerez pas de SSR polyvalent. Il n'y a absolument pas d'obligation à développer du SSR polyvalent. D'une façon générale, dans les SSR polyvalents, vous avez des publics dont la durée de séjour est en général plus courte que dans la majorité des SSR spécialisés. Et d'autre part, la nature des professionnels techniques, notamment médicaux et paramédicaux, n'est quand même pas de tout à fait de même nature que celles qui sont dans les entités spécialisées. De fait, la nature de la prise en charge ne s'inscrit pas dans une spécialité au niveau du SSR polyvalent. En général, ces SSR polyvalents sont adossés dans la continuité immédiate de l'aval des unités de court séjour à partir des filières de chirurgie ou à partir des filières de médecine pour stabiliser une situation immédiate en complément de la prise en charge et pour caler un certain nombre d'éléments qui sont liés aux soins ou qui sont liés à la dimension sociale dans le cas du retour à domicile. On n'est donc pas tout à fait sur les mêmes publics parce que le besoin n'est pas de même nature ou parce que l'offre structurée sur le bassin de vie ne peut pas répondre à un moment donné à cette offre et ça peut être une étape transitoire dans l'intervalle d'une prise en charge sur du SPR spécialisé s'il y a un blocage dans le parcours de soins de la personne. Alors, le temps du webinaire est bientôt écoulé. On prend les dernières questions et puis peut-être on vous propose de répondre aux dernières dans un second temps, peut-être par une diffusion d'une foire aux questions par mail. Alors, la suivante, portée sur le sujet suivant, comment s'articule un renouvellement d'autorisation à échéance de sa durée de vie avec la mise en conformité prévu dans le nouveau décret, dans l'année qu'il impartit, quoi. La temporalité n'étant pas la même. Vous pouvez redire. Comment s'articule un renouvellement d'autorisation à échéance de sa durée de vie avec la mise en conformité dans les 1 an de mise en conformité prévue par les textes? D'accord. Ben, en fait, il y a, vous avez, dès lors que votre autorisation est arrivée à échéance, il vous faut, c'est vrai, déposer un dossier simplifié dans le système d'information pour la renouveler. Par contre, ce renouvellement, il ne va pas générer une décision individuelle du directeur général. Ce sera comme on faisait précédemment, une parution d'un tableau sur le recueil administratif, recueil des actes administratifs régional. Donc, vous restez dans la logique que la notification qui vous a été transmise en avril, c'est elle qui vous fait partir le délai de mise en conformité au regard des nouveaux textes. Une question sur les indicateurs demandés dans le cadre de l'évaluation. Sauf si une réponse a déjà été apportée. Non, il y a plusieurs questions qui sont posées sur le volet évaluation. Pour simplifier cette question, il y a 2 choses dans l'évaluation. Il y a prioritairement la réponse aux objectifs qualitatifs du PRS 3.
Donc, vous devez déjà regarder ce qui est écrit au niveau des objectifs qualitatifs du PRS 3 et en fonction des dimensions que vous retenez, vous préciserez derrière comment vous y répondez en termes d'objectifs. C'est une des questions qui est posée sur le volet évaluation. La deuxième chose, c'est que à partir de cet objectif que vous aurez défini et pour lequel vous voulez répondre, qui est en regard de l'objectif qualitatif du PRS 3, vous définirez un indicateur au maximum en regard, soit parce que vous l'avez déjà, parce que vous pouvez le produire à travers votre système d'information, c'est ce qu'il faut rechercher, ou parce que vous devez peut-être le construire pour mieux y répondre. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'arrêté produit par le directeur général sur cette problématique, et vous ne trouverez pas d'indicateur. Donc, vous devez vous reporter sur votre outil de référence opposable, qui est celle du PRS 3, à travers les objectifs qualitatifs que vous devrez lire attentivement, sélectionner ce qui vous paraissent opportun par rapport à votre activité, reformuler votre objectif par rapport à la réalité pragmatique de sa réponse au sein de votre établissement et mettre en regard l'indicateur de mesure pour pouvoir y répondre. Merci Jean. On nous demande qu'attendons-nous dans la partie documents spécifiques à l'activité pour l'évaluation de l'activité. Vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Ben, On vient d'y répondre. je pense qu'on a répondu à cette question. C'est la même. En complément, en fait, tout est noté aussi dans l'arrêté d'intégrité qu'a évoqué tout à l'heure. En fait, toute la partie évaluation elle est détaillée dans l'arrêté. Et le document d'évaluation reprend simplement tous les items présentés dans l'arrêté. Ok, je ne sais pas si vous avez entendu Laetitia Sorio là-dessus et apporté du coup une réponse complémentaire. Dans la modalité cancer, qu'est-il attendu par espace dédié aux soins et au soutien? C'est très précis. Mais je pense qu'à partir du moment où vous inscrirez dans la démarche cancer, sur sa modalité et sur sa mention, vous savez que c'est une nouvelle modalité. Et que dans cette nouvelle modalité, le choix de son appropriation doit être extrêmement élective. Et elle ne peut se construire qu'en lien, de notre point de vue, avec les acteurs de court séjour qui, sur le champ de la médecine et de la chirurgie, ont des compétences et prennent en charge ces publics. Pour répondre à cette question et pour vous approprier cette dimension et la construire, nécessairement, vous devez vous rapprocher des acteurs de court séjour qui construiront avec vous la prise en charge en relais des profils de cancérologie. Donc, quelque part, ce que je vous renvoie et ce que je vous dis, c'est que sur cette mention, il ne s'agit pas de se l'approprier en étant un acteur individuel sur ce sujet et fonctionnant tout seul. C'est véritablement une mention qui a été, avec les groupes de travail du PRS 3, avec parcimonie déployée et prudence, dans un contexte qui sous-tend la nécessité, si elle est choisie, d'être construit en corrélation étroite avec les acteurs de court séjour. Si vous n'êtes pas en capacité de répondre au moins à cette condition fondamentale de construction pour avoir un parcours solide des filières de court séjour de cancérologie de votre territoire, je vous propose de reconsidérer cette question et de voir peut-être plus tard comment y répondre lors d'une nouvelle fenêtre. Y a-t-il un minimum de place d'HTP à respecter? Il n'a jamais été défini dans les conditions techniques de fonctionnement un capacitaire en lit et un capacitaire en HTP limité. Toutefois, il faut être modéré, prudent dans le cadre de la construction de quelque chose. Donc, on peut avoir tout à fait des HTP construits autour de 1, 2, 3 places en fonction de type de spécialité. On comprend que sur des spécialités telles que la gériatrie ou des spécialités nouvelles telles que la cancérologie, au départ, le périmètre de places d'HTP est limité et nous recommandons un nombre limité de places au départ, ce d'autant qu'on a un développement qui est faible. Par contre, vous avez des activités qui ont une activité ambulatoire, soit qui est poussée par les systèmes, notamment par le national, soit qui, de fait de la transformation des activités, nécessite un certain niveau d'HTP. Je pense plus particulièrement, mais ça ne recouvre pas toutes les spécialités, aux locomoteurs, où on le sait, la dimension HTP est importante et des périmètres entre 10 et 20 places sont tout à fait entendus
et peuvent être réalisées. On le sait aussi, par exemple, c'est le cas de la neurologie où la dimension HTP prend une place de plus en plus importante et on voit des périmètres construits autour de 10 places. Ça, c'est à vous de l'apprécier, de bien le réfléchir. Nous avons 2 points d'attention sur cette question. Je vous rappelle que dans le cadre de l'activité des lits et des places, donc pour ce qui concerne les lits au niveau de l'hospitalisation complète, le taux d'occupation attendu en SMR est de 90% calculé sur l'année. Et pour ce qui concerne l'HTP, le taux d'occupation attendu est compris entre au minimum 120% et doit se rapprocher de 140%. Ce qui fait que le nombre de patients jours lissés sur l'année rapporté au nombre de places est donc supérieur au nombre de places que vous nous déclarerez dans le dossier. Peut-être une dernière question également, cette notion d'HTP. L'obligation d'avoir les 2 modes de prise en charge HC et HTP s'applique-t-il à toutes les mentions détenues par les établissements ou souhaitées par les établissements? Je pense que vous avez une lecture attentive et que je vous propose de refaire une lecture attentive des conditions techniques de fonctionnement. Nous vous avons précisé lors de notre présentation qu'il y avait des conditions générales et des conditions particulières. En effet, toutes les mentions sont dissociées aujourd'hui les unes des autres. Toutes les notes de mention doivent chercher à proposer une activité d'hospitalisation complète et une activité d'HTP au sein de la même autorisation. C'est votre objectif principal. Sur site ou par convention, c'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas le faire sur votre propre site, vu la façon dont vous avez tourné votre question, si vous ne souhaitez pas mettre en œuvre, par exemple, l'HTP polyvalent et gériatrique, alors charge à vous de regarder sur votre territoire un autre établissement qui a cette modalité HTP polyvalente et HTP gériatrique, avec qui vous aurez à conventionner. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Attends, pardon, Un dernier complément. J'ai un dernier complément. Juste pour ceux qui ont une autorisation qui leur a été délivrée précédemment, avant cette réforme, et qui relèvent du groupe 1, donc les SMR polyvalents, gériatrie, pédiatrie, cancer et système digestif. Pour ceux qui n'avaient pas encore mis en œuvre, qui n'ont pas encore mis en œuvre leur autorisation, ils peuvent avoir quand même un profil SI pour d'autres autorisations éventuellement, mais ils ne verront pas de ligne apparaître sur le SI puisqu'elle n'est pas encore mise en œuvre. Pour cela, vous créez vraiment un dossier ex nihilo, mais vous devez bien redéposer un dossier complet comme les autres. Merci Caroline pour ce complément d'information. On va s'arrêter là et on vous propose de répondre peut-être aux dernières questions qui restaient en suspens dans un second temps sous forme écrite, peut-être sous la forme d'une foire aux questions qu'on pourrait mettre à votre disposition. En tout cas, l'ensemble de l'équipe reste à votre disposition jusqu'au 30 juin, comme rappelé tout à l'heure, pour répondre à l'ensemble de vos interrogations, inquiétudes sur la constitution de ce dossier. Et ce replay, ce webinaire sera mis en ligne sur le site internet de l'ARS dans les prochains jours. Et vous pourrez le revisionner autant que de besoin. Un grand merci à tous et bon courage à tous pour le dépôt de demande d'autorisation. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.